Alors, je suis très contente parce que du coup, on a quelque part un duo RH-CDO. Et puis, je suis contente aussi parce que l'année dernière, on avait déjà parlé du projet d'Engie, SkillLib. Donc, on va aller un peu plus dans le détail pour voir comment il a évolué, ce fameux projet. Catherine, quel état des lieux tu fais un peu de, finalement, la flexibilité du travail, la flexibilité des organisations et des compétences ? Tout d'abord, je suis ravie d'être là au nom d'Engie, au nom de la filière digitale et de la filière RH. Moi aussi, je suis très heureuse qu'on puisse participer toutes les deux et réconcilier la vision RH et digitale et pas opposer les outils à l'humain, ce qui est un de mes chevals de bataille. Chez Engie, nous constatons, comme beaucoup d'entreprises, que notre environnement business évolue très rapidement. C'est pourquoi Isabelle Cocher, notre directrice générale, a lancé un grand plan de transformation en 2016, donc il y a 2 ans maintenant, et qui visait à... Donc notre projet, c'est les 3D, donc qui visait à décarboner, digitaliser et décentraliser nos activités, et qui s'est traduit concrètement par la vente de 15 milliards d'euros d'activités et d'assets opérationnels, c'est-à-dire un quart de notre portefeuille d'activités. Et on s'est recentré sur la production d'énergie renouvelable, la gestion des réseaux et les services. Donc on voit bien dans ce contexte-là qu'il est très difficile maintenant de promettre des parcours linéaires à nos collaborateurs, d'anticiper des étapes de carrière et de les prédire, et également d'avoir une facilité à gérer les compétences à 5 ou 10 ans. Par contre, on a posé trois axes et 3 objectifs de travail. C'est que dans ce contexte-là, on a parlé d'un contexte VUCA, c'est totalement ça, d'incertitude et de mouvements très rapides. On doit pouvoir aider, notamment dans notre entreprise, on a beaucoup d'activités opérationnelles, les managers à flexibiliser leur main-d'œuvre, à pouvoir faire en sorte que les salariés, et d'autant plus les salariés qui sont sur des métiers en tension, soient occupés réellement sur les activités à valeur ajoutée et soient vraiment affectés aux bonnes tâches, que les collaborateurs, donc, qui sont notre deuxième cible, puissent prendre en main leur parcours professionnel, parce qu'on ne peut pas leur dire d'un côté, vous allez avoir un parcours beaucoup moins prévisible et on va vous accompagner sur des étapes de carrière très anticipables. Donc si vous perdez ça, vous devez gagner en liberté et vous devez vous placer au centre de votre démarche de parcours professionnel, pouvoir participer à des projets transverses, pouvoir déclarer vos compétences aussi. Et le 3e acteur qui est clé dans la démarche, c'est effectivement le RH, qui doit pouvoir se dégager du temps, et on doit pouvoir l'aider avec des outils pour pouvoir travailler beaucoup plus sur les nouveaux styles de leadership et également travailler sur les cas complexes de repositionnement de compétences clés. On rentrera un peu plus dans le détail sur comment fonctionne cette plateforme, du coup, cette marketplace de compétences. Côté ADP, d'où est venue la nécessité de se transformer ? Bonjour à tous. Moi aussi, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Alors, pourquoi on se transforme ? D'abord parce que le monde du transport aérien se transforme. La croissance se poursuit, mais elle se déplace de l'Europe et de l'Amérique du Nord à l'Asie et aux pays émergents, d'une part. D'autre part, la concurrence des compagnies et des hubs du Golfe s'accroît et celle des low-cost s'accroît tout autant. Donc ça transforme complètement le modèle économique des compagnies et du coup des aéroports. Dans ce contexte, les aéroports non seulement doivent être robustes d'un point de vue opérationnel, on doit bien sûr faire attention à la tarification, mais au-delà, on développe une qualité de la relation client qui n'était pas forcément la préoccupation première il y a encore quelques années, et on développe de nouveaux services. En parallèle, au sein du groupe Aéroports de Paris, du groupe ADP, on développe aussi une stratégie à l'international, puisque c'est là-bas que les choses vont se passer désormais. Donc très concrètement, on développe toute une série de transformations très organisationnelles sur le terrain. Ça touche aussi les fonctions support. Et bien sûr, c'est accompagné par une évolution de l'accompagnement des managers. Voilà. Et on verra du coup par la suite comment finalement vous parlez plus d'un coaching d'organisation
plutôt qu'un projet de transformation en tant que tel. Du coup, côté Engie, justement, alors avant de savoir comment elle fonctionne et de voir quelques écrans, le fameux duo RH-CDO, est-ce que par hasard tu aurais rencontré des freins sur le chemin pour mettre en place ce genre de projet, freins potentiellement des RH et potentiellement des managers aussi? Oui, alors effectivement, quand on apporte de nouveaux outils, on met le doigt sur des difficultés, on les cristallise, on les met en évidence. En fait, c'est pas l'outil qui pose problème, mais c'est l'outil qui révèle les problèmes. Et donc, même si on cherche à apporter quelque chose de positif à la fois aux managers, aux collaborateurs et aux RH, à ce triptyque-là, il est clair que on va avoir des tensions parce que ça repositionne chacun dans son rôle. Donc si on apporte un outil qui permet de flexibiliser, d'apporter plus de transparence dans le système et de montrer qu'il y a des non-optimisations, elles ne sont pas forcément du fait du manager, elles sont du fait de pas de temps qui sont de plus en plus courts, et c'est très difficile quand on a des contrats de travail à longue durée en entreprise, et ce qui est normal, de savoir bien optimiser au quotidien des salariés qui sont sur des emplois qui durent 3 ou 4 ans, mais où il peut se produire beaucoup d'événements en termes de charges de travail supplémentaires ou de sous-charges, parce qu'on a des activités avec des appels d'offres, avec des renouvellements d'activités, ou très bien un pic commercial important. Il est très difficile d'anticiper ça, et ça bouge de plus en plus vite. Donc, forcément, le manager, lui, il aimerait rester en contrôle, parce qu'il voit bien cette incertitude, et la perte de contrôle lui fait peur. Donc si on lui apporte un outil avec une marketplace qui, d'un côté, va lui permettre d'exposer ses salariés disponibles à temps partiel ou pour quelques mois, ça va l'arranger. Mais d'un autre côté, il se dit comment je vais pouvoir gérer et garder la maîtrise de mes collaborateurs si au cas où je vais avoir un nouveau pic d'activité. Donc il faut qu'il se dise qu'il va perdre, mais qu'il va gagner aussi en visibilité des autres. Il y a ça, et puis aussi dans quel état il va le revenir, le collaborateur, suite à une autre expérience ailleurs. Tout à fait. Et peut-être qu'il va avoir comparé des choses ailleurs, et qui va demander d'autres choses dans son activité. Donc, en fait, alors ça, c'est pour le manager. Pour le RH, moi, j'ai entendu des choses qui m'ont beaucoup étonnée au départ, parce que moi, je suis toujours très positive, qui étaient, mais tu nous retires le tapis sous les pieds. Alors, je trouve ça un peu... moi, ça m'a un petit peu bouleversée, parce qu'en fait, on apporte plutôt des outils qui sont des aides et qui vont aider le RH à se repositionner plutôt sur des cas complexes. Et il y en a beaucoup, il y a de quoi faire. Mais en fait, c'est vrai que dans ces cas-là, on retire les activités faciles et qui permettent à chacun de trouver facilement du concret, du sens et de la réussite. Et donc, c'est naturel et c'est humain de se sentir un peu ébranlé quand on va retirer cette couche d'activité qui est certes chronophage et contre laquelle on râle tout le temps parce qu'on se dit je suis quand même capable de faire mieux, mais qui donne du résultat rapidement, et de repositionner les gens sur des activités où, je ne vais pas dire qu'on part de la page blanche, mais rien n'est acquis. Et donc, il y a un glissement des rôles et responsabilités. Donc, la clé qu'on a trouvée dans tout ça, c'est d'avoir un fort sponsorship. Donc, Isabelle Cocher était très sponsor de la démarche de collaboration et de mise en place de la marketplace. Mais c'est surtout, on a parlé tout à l'heure de viralité, c'est de laisser les collaborateurs qui sont les premiers clients en parler, montrer les success stories, s'appuyer dessus. Et petit à petit, ça papillonne, parce que ça ne sert à rien d'essayer de tordre le bras au système, même si on est plein de bonnes intentions. Il y a un temps d'acceptation, et quand c'est les collaborateurs qui en sont le meilleur ambassadeur, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour lâcher prise. Vous avez réussi à lever les freins par le haut et par le bas. Du coup, les collaborateurs qui à un moment donné disent on en a besoin, ça marche. Voilà, c'est une prise en sandwich. Parfait. On a nos clés de réussite si on veut, mais il faut partir avec beaucoup de ténacité sûrement au début. Côté groupe Aéroport de Paris, est-ce que du coup tu peux un peu plus nous parler des exemples du coup d'accompagnement concret que vous avez mené, que ce soit auprès des managers et des collaborateurs, pour emmener l'organisation vers la transformation? Oui, tu parlais tout à l'heure d'un coaching d'organisation, c'est effectivement de ça dont il s'agit, parce qu'il est apparu très vite qu'il fallait changer la culture de l'entreprise. Donc au-delà des comportements, il fallait pouvoir travailler sur la posture et les croyances. Donc on a déployé un coaching d'organisation sur 3 mailles. La maille individuelle avec le coaching en ligne, 360 assessment.
La maille équipe, qui concerne l'accompagnement des équipes, que ce soit des CODIR élargis ou des plateformes dans leur ensemble. Et la maille transverse, qui a concerné l'ensemble des managers. Et ces 3 mailles sont irriguées par 2 principes fondamentaux, que sont la connaissance de son mode de fonctionnement, la conscience de son mode de fonctionnement, et la compréhension de l'impact systémique. Le fait de comprendre que chacun est imbriqué dans un système et que ce système nous permet d'activer certains leviers pour avoir des marges de manœuvre. Donc effectivement, pour entrer plus dans le contact de quelques actions, on a d'abord proposé aux cadres supérieurs et ce qu'on appelle chez nous les hautes maîtrises encadrants, une formation attitude manager centrée sur les comportements managériaux issus des valeurs. On a co-construit ces comportements managériaux avec quelques centaines de managers dans le cadre d'ateliers collaboratifs pour que les managers nous expliquent comment déjà au quotidien ils incarnaient nos valeurs qu'on avait fait émerger assez récemment. Et ces formations se sont déclinées en guides et ont été intégrées dans les ateliers d'appréciation. Voilà. C'était aussi pour nous l'occasion d'initier nos managers à l'intelligence collective, notamment via le co-développement intégré dans cette formation. Et puis on s'est ensuite adressé à nos 130 top managers à qui on a proposé un dispositif de 3 jours non consécutifs, avec une première partie consacrée à la connaissance de soi, une deuxième partie consacrée à l'impact systémique dans le cadre d'un serious game, qui était extrêmement intéressant parce que on a donné des rôles concrets aux managers d'une entreprise qui pourrait quasiment être réelle, avec une vraie production à fournir. Et on a considéré que les demi-journées duraient un quart d'heure. Et en fait, on s'est aperçu que c'était très difficile de travailler ensemble, alors même que chacun était vraiment, évidemment, de bonne volonté. On a débriefé à mi-parcours, on a expliqué comment les uns et les autres étaient pris dans un système, dans un mode de fonctionnement qui les empêchait de faire ce qui leur semblait finalement relever du bon sens. On a repris le jeu, et en fait, ça ne s'est pas vraiment arrangé. Et c'est ça la force du système et la force de ce serious game, c'est de s'apercevoir que même quand on prend conscience de ce poids du système, ce poids est tellement fort, tellement lourd, qu'il faut vraiment une immense collaboration et une prise de conscience profonde de l'ensemble des individus pour passer à un autre mode de fonctionnement. Donc c'est intéressant de constater que la transformation, elle passe d'abord par une connaissance de soi et en même temps une meilleure compréhension d'un système qui peut venir modifier tes comportements. Voilà. Et évidemment, la troisième partie, enfin évidemment, maintenant on le sait, la troisième partie était consacrée à l'intelligence collective avec des expériences qui permettent aux managers de prendre conscience de l'impact de ces approches-là, avec en intercession des exercices autour du feedback et du coaching notamment. On parlera un peu plus tard de la culture du feedback dans une autre table ronde, donc on fera un point. Pour revenir du coup à la plateforme et terminer par ça, est-ce qu'en 1 minute, tu peux nous dire comment elle fonctionne ? Normalement, on a des slides qui vont apparaître. Alors, cette marketplace de compétences. Je t'ai fait une surprise, j'en ai apporté 2 parce le projet a fait des petits, donc on a 2 marketplaces. Alors une qui est plus appropriée à des salariés plutôt de niveau cadre et de niveau maîtrise, donc SkillLib, qui permet sur une app mobile comme sur le web d'exposer des missions de courte durée que l'on a, par exemple faire un benchmark de 5 semaines. C'est notamment des business units à l'étranger qui sont sur des activités émergentes et qui vont vouloir faire une étude de marché, et plutôt que de recourir à la sous-traitance externe, autant utiliser des collaborateurs du groupe qui parfois ne sont pas mobiles pour partir à l'étranger pendant 3, 4, 5 ans, enfin la durée d'un poste, mais ont envie d'utiliser leur expertise pour se confronter à un autre contexte, s'enrichir, partir en étant rémunéré, enfin c'est l'employeur, l'entité cédante qui est rémunérée, donc ça fait un complément de revenu aussi à l'entité qui par contre elle voit quelqu'un monter en expertise, et donc parfois la question du financement pour garder un expert en France sur des niveaux salariaux élevés est important aussi. Donc c'est un mécanisme qui aide à exposer des missions n'importe où, n'importe quel manager peut créer la mission en disant si c'est une mission à 20% du temps, 30% du temps, ou une mission sur quelques mois. Et d'un autre côté,
puisque c'est une marketplace, les salariés, en autodéclaration, peuvent venir selon une trame qui est fournie par l'outil, exposer leurs compétences qu'on souhaite être le plus large possible, c'est-à-dire nous on a même besoin de savoir dans certains cas si la personne a des relations avec des collectivités locales, donc si elle est maire, si elle a des mandats dans des associations, donc on essaie que le salarié se valorise au maximum de ses compétences, et ça c'est pas dans les systèmes RH en général, et on fait confiance au salarié sur son autodéclaration. Il n'y a pas de système de matching automatique pour l'instant, parce que ce que je viens d'exposer, c'est fait en dehors d'une validation managériale. La validation managériale intervient quand il y a contractualisation entre les ressources, entre le salarié et le manager qui a posté l'offre de mission de courte durée. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de matching automatique. Par contre, tout est fourni en termes de contrat de mise à disposition, de type d'avantage qui peut être rémunéré, etc. Donc vraiment pour faciliter. Et le petit bonus, c'est que je vous ai apporté une autre plateforme. Alors c'est juste avant. Il nous reste 30 secondes. Il me reste 30 secondes, ça tombe très bien. On a une grosse population de techniciens chez nous. Moi, je m'occupe des activités de B2B en France, donc c'est 42 000 collaborateurs, dont plus de 20 000 techniciens. Et nous, pour notre performance, optimiser l'activité des techniciens au quotidien, c'est vraiment un casse-tête. Il y a 900 agences en France, on fait des activités qui sont très variées. Et donc, il faut qu'on puisse, là, par contre, avoir un système qui est très validant en termes de compétences, puisqu'on parle d'homologation, de reconnaissance locale de compétences, d'habilitation électrique. Et donc là, on a créé un système avec une start-up qui est Anjaro pour importer du système RH toutes ces informations, les mettre directement dans la plateforme et avoir un système de géolocalisation des ressources disponibles, notamment en interchantier, et qui vont permettre à des managers à proximité de pouvoir utiliser ces salariés. Merci. Je laisse juste les 3 derniers mots pour Aurélie. Les qualités, 3 qualités pour faire du coup la mission que vous avez accomplie là depuis quelques années. Je crois que c'est très important d'avoir une finesse de la compréhension du système. Comment est-ce que ce système fonctionne et quelles sont les croyances auxquelles il va falloir s'attaquer. Une deuxième qualité, vraisemblablement, c'est l'ouverture d'esprit et un peu d'audace pour ouvrir la possibilité de nouvelles modalités dans une vision très prospective, parce qu'on essaie en fait de savoir comment on managera demain et de quoi nos managers auront besoin demain sans qu'ils le sachent eux-mêmes à ce stade. Et enfin, vraisemblablement, conviction et ténacité, parce qu'on s'inscrit dans du temps long. Un changement culturel, c'est très lourd. Et il faut porter cette flamme avec conviction auprès de l'ensemble des interlocuteurs et notamment des dirigeants pour continuer à faire vivre cette dynamique au quotidien. Bon bah, merci à vous deux, vous faites changer les choses, ça fait plaisir à entendre. Merci.